On va essayer d'éclaircir cette notion des droits culturels, et c'est une intervention qui, alors pour le coup, s'emboîte à merveille avec le propos qui était très, très brillant de Benoît ce matin sur cette question du aller vers. Vous allez voir que ça va vraiment faire écho à tout ce qui a été dit, et ça fera même écho à ce qu'on a pu entendre à la fois dans les visites de la médiathèque et dans les ateliers. Notamment, j'ai assisté à l'atelier sur l'inclusion, et on va voir que tout ça fait écho à cette notion des droits culturels. Alors bien évidemment, il ne s'agit pas du tout sur les droits culturels de faire... c'est pas une injonction à faire des droits culturels, c'est pas un objectif, les droits culturels, absolument pas. C'est pas une recette que l'on applique et on va essayer de le mettre en œuvre, c'est pas du tout ça. Les droits culturels, c'est une loupe, c'est une grille d'analyse, de regard de ce que nous faisons déjà, et d'essayer un petit peu d'avoir un angle différent de ce que nous pouvons développer ou ce que nous faisons déjà. Donc ce n'est pas une injonction, les droits culturels, mais c'est plutôt une grille de lecture qui nous permet d'avoir un avis qui soit un petit peu différent. Alors les droits culturels, il y a une définition qui est celle-ci, qui nous indique que les droits culturels font partie des droits fondamentaux. Donc on est vraiment là dans cette série de droits rattachés à l'individu, qui est le droit de participer à la vie culturelle. On sent là l'article de 23, je crois, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui indique cela, qui permet à chacun d'accéder aux ressources culturelles, et j'ai envie de dire d'accéder librement à ces référence culturelle, c'est de ça dont il s'agit, et d'exprimer librement son identité culturelle dans le respect des autres. C'est-à-dire que mes droits culturels s'arrêtent quand je ne respecte plus celui qui est en face de moi. On ne peut pas revendiquer au nom de mes droits culturels quelque chose qui viendrait priver d'autres de ces droits culturels. C'est absolument fondamental, et ça fait écho au triptyque républicain. Alors, je sais que c'est toujours un peu connoté, mais égalité, liberté et fraternité. La fraternité, c'est reconnaître à l'autre l'altérité, ça fait écho à ce que disait ce matin. Eh bien, cette liberté aussi et cette égalité. Donc, on est vraiment dans ces notions des droits fondamentaux. Les droits culturels, ce n'est pas nécessairement le droit à la culture, parce que nous, on comprend très très bien le droit à la culture. Le droit à la culture est un des maillons des droits culturels, puisqu'ici, la culture est entendue au sens anthropologique du terme. C'est tout ce qui fait l'humain est un fait culturel, donc on le prend au sens très très large du terme, mais nous, on va évidemment l'interroger par le biais de la culture. Nous, on a découvert le monde des bibliothèques, cette notion des droits culturels avec la loi Robert en 2021, où un article, j'y reviendrai, nous demande de garantir l'exercice. C'est pas simplement de les respecter, mais il faut garantir l'exercice des droits culturels de chaque citoyen et des usagers qui viennent dans nos murs. Et donc, on s'est tout de suite un peu interpellé, on se dit, mais c'est quoi cette notion qui est assez abstraite, qui est assez conceptuelle, il faut le reconnaître, qui n'est pas facile à appréhender, et sur lesquelles on a eu un petit peu de mal à la définir. Il y a beaucoup aujourd'hui d'interventions autour de cette question des droits culturels, qui est bien le signe que l'on s'interroge autour de cette notion. Dire que nous, on la découvre en 2021, mais en fait, c'est quelque chose qui mature depuis très, très longtemps. Je ne vais pas vous donner le détail de la chronologie, mais quand même, c'est assez intéressant de voir que la notion des droits culturels s'est construite à chaque fois que l'humanité a quasi failli sur ses droits fondamentaux. 48, c'est le lendemain de la Shoah. On a nié l'appartenance à l'humanité à un groupe d'individus. On s'aperçoit que 66, ce pacte international, il est au moment de la décolonisation. La colonisation, c'est aussi quelque chose qui est une atteinte totale aux droits culturels des individus à pouvoir librement exprimer leur propre culture. On voit 2001, qui est la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle. Elle est fait suite au 11 septembre 2001, où les États-Unis défendent auprès de la communauté internationale qu'il y a l'axe du bien, l'axe du mal. Il y a une culture qui nous éclaire, et puis il y a des cultures qui sont dans l'obscurité. L'ONU avait voulu tout de suite réagir en disant non, la diversité culturelle est un bien aussi nécessaire que la biodiversité. Donc on voit bien que 2001 avait été énoncé, et je vais revenir sur la déclaration de Fribourg, qui avait été une tentative de l'Union européenne de faire entrer dans le droit européen cette question des droits culturels. Mais des pays de l'Union européenne, je pense à certains, et notamment la Hongrie, ne voulaient absolument pas du tout entendre l'égale dignité de toutes les cultures, notamment pour les cultures LGBT+. Donc ça n'a pas fonctionné, mais ça a donné lieu à une déclaration.
J'y reviendrai. Et puis 2015, la loi NOTRe, qui est cette loi de nouvelle organisation des territoires et qui indique, l'article 103, que l'État et les collectivités territoriales, dans leur politique culturelle, doivent garantir le respect des droits culturels. C'est la première introduction de cette notion dans le cadre légal français. Pourquoi 2015 ? Parce que c'est Charlie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un événement dans lequel on s'est rendu compte qu'on était en opposition, non pas dans une diversité, la communauté internationale a senti le besoin d'inscrire, de rappeler ces éléments-là. Et de fait, la loi NOTRe a ruisselé, comme dirait l'autre, sur d'autres domaines. La loi sur la liberté de création, architecture et patrimoine, et puis bien sûr la loi bibliothèque. Et nous, on découvre en 2021 quelque chose qui finalement est très ancien et qui mature depuis très longtemps. Je ne vais pas plus loin sur l'historique, mais c'est important de voir d'où vient cette notion. Et on voit que c'est à chaque fois que collectivement, il y a eu une faillite, qu'on s'est senti le besoin de rappeler exactement cet élément-là. Alors ces droits culturels, aujourd'hui, sont rassemblés autour d'une déclaration qui s'appelle la Déclaration de Fribourg, qui est donc la volonté, je vous l'avais dit, l'Union européenne de rentrer cette notion dans le droit européen. Ça n'a pas abouti, mais Patrice Meyerbisch, qui travaille à l'Université de Fribourg et qui est à la tête de l'Observatoire de la diversité et des droits culturels, d'où la Déclaration de Fribourg, on décide d'en faire une déclaration. Vous savez qu'une déclaration, on peut tout à fait adhérer, mais on adhère aux valeurs, on ne la respecte pas, ça n'a pas d'incidence, on va dire, légale ou juridique. Et dans cette déclaration, on a rassemblé tout ce qui pouvait définir les droits culturels qui étaient éparpillés parmi tous les textes que vous avez vus. Et ça rassemble 8 droits culturels que je ne vais pas vous donner dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais qui dit bien ces 8 droits culturels rattachés à chaque individu, quel qu'il soit. C'est le droit de pouvoir vivre son identité culturelle. Alors en France, identité culturelle réveille tout de suite, on va dire, des débats politiques. Alors on parle plutôt de références culturelles. On a le droit de défendre ces références culturelles. La notion de la diversité culturelle, je peux défendre mon identité culturelle, l'avoir respectée, mais je dois respecter aussi l'identité culturelle de l'altérité, accéder à mon patrimoine. J'ai le droit d'appartenir à une communauté culturelle. Je suis fan de hard rock, de vélo et de je ne sais quoi. J'appartiens donc à des communautés culturelles, mais j'ai le droit d'en changer. J'ai le droit aussi d'en avoir plusieurs, ne pas nous essentialiser sur Lionel Dujol, le bibliothécaire formateur, point. Voilà, c'est un peu plus complexe que cela, l'être de culture que je suis, et c'est absolument essentiel. Et dans les politiques, on porte quelquefois sur des publics, on a des fois un peu des réflexes de ne pas voir la complexité parfois de l'être culturel, participer, se former, avoir une information qui tient compte aussi de l'être de culture que je suis, et la coopération. Voilà, je vais très très vite là-dessus, mais je vais essayer de vous traduire cela en des choses un peu plus compréhensibles. Ce qu'il faut retenir quand on parle de droit culturel, c'est qu'on est centré sur la notion être de culture. C'est l'être de culture qui est au cœur de notre réflexion. L'idée, c'est de dire que chaque individu, nous sommes tous des êtres de culture. Nous sommes tous imbibés de culture, de références culturelles qui sont le fruit de notre histoire familiale, de nos racines, de l'éducation que nous avons eue, des relations que l'on a avec d'autres personnes. Du coup, on se nourrit de tout cela, mais aussi des traditions auxquelles on appartient. Nous sommes tous des êtres de culture, nous sommes des individus imbibés de références culturelles. Et ces références culturelles, définit mon identité culturelle. Donc quand on parle de droit culturel, on a toujours le souci de l'être de culture. L'individu qui rentre dans une bibliothèque est un être de culture. Est-ce que cet être de culture résonne dans la proposition qui est faite auprès de notre population? Et on voit bien que souvent on a un axe qui est très axé sur un peu la collection. La collection est au centre de notre problématique, mais la collection est un moyen. Quand on réfléchit au droit culturel, c'est tout de suite se dire, est-ce que l'être de culture, finalement, se sent légitime à être dans ce lieu, à l'utiliser, à participer à ces éléments-là? Donc on voit bien qu'il y a
On ne vient pas remettre en question la notion de la collection, mais on vient remettre au centre de la problématique l'être de culture, parce que cet être de culture, s'il est considéré, il peut alors exercer ses droits culturels. Et c'est vraiment cette petite clé qui est fondamentale. Pour rebondir à ce que disait David Jonathan ce matin de manière très pertinente, c'est que les bibliothèques, c'est d'abord des gens. L'actif principal d'une bibliothèque, ce sont des gens. Et ces individus sont des êtres de culture. Donc nous accueillons des êtres de culture dans nos bibliothèques. Deuxième notion qui est très importante, c'est que ce sont les personnes qui choisissent ceux qui font culture pour elles. Et donc ça veut dire que c'est cette liberté de choix. J'ai le droit aussi de découvrir de nouvelles choses. Mais quand une personne n'a plus finalement le sentiment qu'elle peut choisir ce qui fait culture pour elle, on est déjà en train d'entamer quelque chose, et ce n'est pas anodin. Hein. Quelqu'un qui part avec un livre, on a un peu forcé la main, je vous connais, lisez, ce livre, ça va vous plaire, et il part avec, on pense qu'on a fait le boulot, mais cette personne, elle fait ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle ne le lira pas du tout, ce livre. Donc c'est bien elle qui choisit ce qui fait culture pour elle. Donc on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes logiques. Mais surtout, si on considère que chaque individu est un être de culture, les droits culturels énoncent un principe qui est très important, qui est l'égale dignité des cultures. Le raisonnement est assez simple. Si on considère qu'il y a une égalité, l'égale dignité des personnes, il n'y a pas des sous-hommes ou des surhommes, c'est ce que nous dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que si on considère que chaque homme, individu, est un être de culture, donc égale dignité des personnes, donc égale dignité des cultures, on ne lui dit pas égale qualité des cultures, c'est pas ça. On dit égale dignité des cultures. L'idée, c'est de ne pas forcément juger ce qu'une personne a envie d'écouter, de lire, de regarder, mais d'essayer de voir si on peut lui donner l'accès à cela, et si on peut aussi lui proposer des possibles, à partir de ce qui est séculier, de lui proposer des éléments qui sont derrière. Quand on parle des droits culturels, on parle de trois notions. C'est la question d'accéder. Est-ce que j'accède à mes références culturelles ? Est-ce que je peux les partager avec les autres ? Et est-ce que je peux même participer à cette vie culturelle ? On voit bien qu'il y a accéder, partager, participer. Et on voit que le bout de la fusée amène vers une notion qu'on appelle la capabilité. Alors c'est un mot un peu bizarroïde. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on tire le fil, en fait, ce qu'on veut, c'est que cet être de culture se sent légitime à être l'être de culture au sein d'une société, au sein d'un équipement, et on le développe en lui sa capacité à agir en tant qu'être de culture. Lui donner juste accès, c'est déjà beaucoup, mais l'objectif quand même, c'est d'essayer de développer en lui sa capacité à agir, de se sentir capable, de dire que non seulement tu es reconnu comme être de culture, mais en plus on développe en toi ta capacité à être l'être de culture au sein d'un équipement, au sein d'une société. Et l'idée, c'est de dire que les droits culturels, on ne dit pas que les personnes ont un manque à combler, on ne parle pas de manque, mais on parle juste de comment ces individus, on arrive à éveiller en eux, à développer en eux leur capacité à agir. On parle d'empowerment ou d'empouvoirment. Bon, écoutez, leur capacité à agir est pas anodine. Et quand on a l'atelier qu'on a entendu ce matin sur l'inclusion, dans lesquels on fait participer des gens sur la signalétique, donc on les fait venir et ils donnent leur ressenti, et puis que certains qui sont allophones ne maîtrisent pas la langue française, mais malgré tout participent à la définition de la signalétique et qui ont le sentiment, c'est ce que tu nous expliquais ce matin, que bon, ils participent, mais ils pensent que de toute façon ça ne va pas compter, et qu'au final ils s'aperçoivent que ça compte. On est totalement dans la logique des droits culturels, c'est-à-dire que non seulement on les a considérés, ils ont participé à la réflexion, mais en plus ils voient que ce qu'ils ont fait a compté dans le lieu qu'ils visitent. Donc on a allé dans la capacité à agir autour de ces éléments-là. Et donc, vous voyez bien que quand on parle des droits culturels, je vais aller très très vite sur la définition, c'est un peu plus complexe, mais retenons cette idée d'être de culture et d'égale dignité et de développer, au-delà d'accéder, sa capacité à être un être de culture dans le lieu ou dans une société. Eh bien, l'article 1er de la loi bibliothèque nous rappelle que par leur action, les bibliothèques de médiation, les bibliothèques garantissent la participation. Donc on a vu quand même que la participation était au centre de la question des droits culturels, la diversification des publics et l'exercice de leurs droits culturels. C'est intéressant que
on associe dans la même phrase diversification des publics, participation et exercice des droits culturels. C'est pas anodin, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est là derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que la loi dit quelque chose de très important. Elle parle d'action et d'exercice. C'est le mouvement. C'est-à-dire que ce n'est pas un principe qu'on énonce, c'est quelque chose qui est mis en mouvement. Et quand on parle de mise en mouvement, quand je dis aller vers, c'est bien une mise en mouvement, tout simplement, de la bibliothèque pour aller vers, tout simplement, le public. Alors je dis un aller vers qui peut être physique ou symbolique, vers l'autre, et ce n'est pas du tout anodin. Et donc le aller vers, c'est donc considérer d'aller vers l'être de culture en considérant ses références culturelles, sa manière de voir ou d'appréhender ce qu'on veut lui proposer, et comment ne pas aller sous le territoire, ce qu'a très très bien démontré Benoît en disant quand on arrive vers l'être de culture, on arrive sur son, entre guillemets, sous son espace. Et que du coup, on va voir que le hors les murs et l'aller vers qui fait totalement écho vers cela, les droits culturels parlent d'aller vers, moins de hors les murs, et c'est ça qui est fondamental. Hors de ces cadres habituels pour créer des liens, dépasser les frontières institutionnelles et sociales, ou pour rejoindre à chacun là où il se trouve réellement et culturellement. On peut faire participer des gens, mais souvent les gens ne se sentent pas légitimes. Ils disent j'ai rien à vous dire, ça ne sera pas intéressant, mais moi je lis pas, je caricature. Mais ça, c'est des symptômes de ces gens-là, ne se sentent pas légitimes à être l'aide de culture qu'ils sont dans la proposition que nous faisons. Donc les droits culturels viennent nous dire quoi, tout simplement? C'est que le aller vers vient nourrir ce que nous a expliqué ce matin Benoît, c'est-à-dire que tout simplement, le aller vers, ce n'est pas une extension hors les murs de la bibliothèque, stricto sensus, ça va bien au-delà de ça, puisque quand on fait une extension, on amène du service, on amène des collections, quoi que ce soit, les aller vers, c'est aller vers l'être de culture qui est devant nous. Donc on voit bien que c'est une autre dimension, on peut faire du hors les murs et aller vers, on est bien d'accord, mais on voit bien que l'approche n'est pas tout à fait les mêmes. Des collègues bibliothécaires vont dans les parcs publics, se posent une couverture, mettent des bacs avec des livres, et puis proposent aux gens de venir utiliser, et puis on est un peu déçus, parce qu'en fait les gens viennent pas, ou pas beaucoup, ou si ceux qui viennent, c'est ceux qu'on voit déjà dans nos murs, mais qui donc nous suivent à l'extérieur. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est mais comment les êtres de culture qu'il y a autour de vous, qui ne sont pas des gens qui utilisent la bibliothèque, peuvent tout d'un coup considérer qu'une nappe et des bacs et des livres dedans, c'est pour eux. C'est-à-dire qu'on débarque avec la bibliothèque, on la pose, et puis c'est déjà très bien. Hein, je ne suis pas en train de la remettre en question, mais on voit bien que les droits culturels nous disent, mais si ces gens n'osent pas venir, c'est que peut-être ils pensent que ce n'est pas pour eux, alors que c'est pour eux. Et donc on voit bien que la question, c'est pourquoi des gens qui sont à 20 mètres de nous ne viennent pas finalement se poser à côté de nous pour feuilleter un album jeunesse ou regarder un journal. S'il y a quelque chose d'autre qui s'opère. Bien. C'est ça l'idée d'aller vers les droits culturels. Et donc, quand on va aller vers au regard des droits culturels, c'est aller vers l'être de culture et pas une extension de ce que nous sommes, nous, professionnels, et qu'on amènerait sur les territoires. Je ne développe pas plus que Benoît l'a parfaitement expliqué ce matin, dans notamment les médiations actives à l'extérieur, dans l'espace public, qui est extrêmement important. Mais vous voyez bien, l'éloignement culturel, facilitation d'accès, légitimation culturelle, participation, inclusion culturelle, c'est ce cheminement en fait qu'il faut aller débarquer autour de ces questions-là. Je vous le dis, ça c'est du concept. On est tous intellectuellement d'accord avec les droits culturels. Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais on est tous d'accord. Ok. Puis dès qu'on commence à aller dans la mise en œuvre, là on s'aperçoit tout d'un coup que ça devient très compliqué. C'est toute la difficulté de ces notions qui nous nourrissent intellectuellement, mais dès qu'on va rentrer dans l'aspect opérationnel, là tout d'un coup on se heurte à une difficulté de mise en œuvre, on ne sait pas bien faire, hein. On s'aperçoit que l'éducation populaire est beaucoup plus agile que nous sur ces questions-là, mais parce que c'est notre histoire, hein, parce que l'éducation populaire et la culture se sont séparées en 1959, donc c'est pas anodin, hein. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont pris une voie et nous une autre, puis aujourd'hui on revoit qu'il y a une convergence depuis plusieurs années, et donc on voit bien que nous on est un peu
bancal sur ces questions-là. On sait très bien gérer des services. L'aide de culture, on est un petit peu moins à l'aise avec ces notions. Donc, ce n'est pas une recette qu'on applique, c'est essayer d'avoir une grille de lecture autour de ces éléments-là. Quand l'aller vers précède le venir à, c'est un peu pompeux ce que je dis là, mais ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple tout bête, qui est une grainothèque. Plein de bibliothèques ont mis en place des grainothèques, ou des boîtes à livres, évidemment. Et puis on s'aperçoit que ça ne marche pas, que ça ne vient pas, que les livres ils prennent la flotte dans les boîtes, qu'il y a tout l'univers dedans. Enfin vraiment, il n'y a aucun intérêt à ce dispositif. Et on ne comprend pas. On dit que c'est un dispositif participatif, on l'a mis dans la bibliothèque. Et puis on sait peut-être qu'il y a des associations de jardins citoyens, ils ne viennent pas. Enfin vraiment, voilà, ça ne marche pas. C'est pas anodin, ça veut pas dire que l'idée est mauvaise. Mais là, dans le cas du Val d'Oise, ce n'était pas inintéressant, c'est qu'avant de faire leur grainothèque, ils sont tout simplement allés voir leur territoire et aller voir les jardiniers amateurs, les associations, les jardins citoyens, en essayant, alors je vais très vite, mais d'échanger avec eux. Est-ce que ça aura un intérêt, une grainothèque? Est-ce que ce serait pertinent qu'elle soit à la bibliothèque, finalement, cette grainothèque ou pas? Et est-ce que finalement, ça serait pertinent que ce soit nous qui soyons là derrière? Enfin bref, on va vers tout simplement les communautés d'intérêt et on essaie de voir s'il y a un besoin, il y a une envie, un désir ou pas, ou si certains nous disent, nous, on le fait déjà très bien, donc après tout, vous pouvez participer en tant que participant A, mais pas forcément au centre de ces éléments-là. Donc là, il y a déjà un travail d'aller voir ces jardiniers. Mais si le bibliothécaire se rapplique, il dit « Bonjour, je suis bibliothécaire, on défend une grainothèque », je suis assez persuadé que les jardiniers en face de nous, ils disent « Mais qu'est-ce qu'il vient faire, lui ?» Seul, on ne peut pas faire des droits culturels. Les droits culturels, c'est du partenariat. Et on est obligé de co-construire les démarches parce que c'est ce que nous disait Benoît ce matin, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus légitimes, entre guillemets, au regard de la personne, de participer. Et nous, on débarque, on est là-dessus. Donc, on ne peut difficilement aller vers le public quand on est dans des espaces, justement, où on n'est pas tout à fait dans notre territoire. Une fois qu'on a fait ces éléments-là, vous avez vu que j'ai mis des termes qui sont les termes qu'on réutilise pas mal dans les démarches de design qu'évoquait Benoît ce matin. Ensuite, cette première relation, ça permet d'établir des contacts. Est-ce que vous ne vouliez pas finalement qu'on réfléchisse ensemble à cette idée de grainothèque? Et donc, je vais très vite, on fait des ateliers autour de ces éléments-là, on pose la problématique, on réfléchit, et au final, on va vers du prototypage, c'est-à-dire, allez, on va tester quelque chose. Donc là, il y avait l'idée d'une grainothèque. Pourquoi pas? Mais il y avait l'idée aussi, vous le voyez là, c'était d'avoir une sorte de jardin mobile, qui s'est avéré être impossible. Parce qu'un bac comme ça rempli de terre, ça fait 25 kilos. Voilà, c'était super intéressant, mais dans la pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas jouable. Et puis en face, les communautés disaient, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'avoir un bout de terre pour cultiver. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir accès à des graines et qu'on m'apprenne à avoir la semence paysanne là derrière. Au final, on a ça. Vous allez me dire, tout ça pour ça? Mais oui, en fait, la différence, elle est là. C'est-à-dire que la grainothèque que nous avons eue à Valence, ou qui a vécu, parce qu'on avait un collègue très sensible à cette question-là, qui la faisait vivre quasiment tout seul, le jour où il est parti, parce qu'il a eu une autre alternative, cette grainothèque, elle vivait, mais de manière totalement... elle était à l'abandon, elle était en friche, si j'ose dire. Et puis des collègues nous disaient, et puis un jour, monsieur nous disait, vous savez que les graines que vous avez mis là dans les trucs, elles sont totalement stériles. Alors que l'objectif d'une grainothèque, ce n'est pas de donner des graines stériles, c'est la semence paysanne. Mais on n'avait pas la culture. On n'était pas allé voir les communautés. Donc on a cru qu'on avait fait un dispositif qui allait... Mais on n'était pas allé vers. Donc pourquoi on ne va pas vers? Pourquoi voulez-vous qu'eux, ils viennent vers nous à ce moment-là? Et donc on dit que la grainothèque, qui n'a rien de spectaculaire, c'est 4 boîtes posées sur une étagère, pourtant elle a fonctionné parce que d'abord, il y a eu ce parcours d'aller vers la communauté, parce qu'un bibliothécaire, en caricaturant, n'est pas forcément un jardinier, il n'a pas forcément la culture, entre guillemets, des semences qui sont posées là derrière. Vous avez tous entendu parler de Lezou, certainement. Une bibliothèque, qui était assez spectaculaire. C'était une bibliothèque qu'on va concerter, co-construire avec les habitants. Très intéressant, une démarche très impressionnante ou quoi que ce soit. On est allé demander, avant même que la bibliothèque existe, aux habitants qu'est-ce qu'ils attendent, quel est leur désir de bibliothèque, etc. Ils ont un dispositif qui s'appelle « Vous êtes la médiathèque dont vous êtes le héros ».
Ok. C'est-à-dire qu'on demande aux habitants, ben, venez à la bibliothèque, vous avez envie de partager un savoir-faire avec les autres, eh ben, on va l'organiser. Il n'y a pas de problème. Le principe, c'est le oui par défaut. C'est-à-dire qu'on considère égale dignité des propositions. Donc c'est d'abord oui, on en discute ensemble, puis peut-être que ça sera non. Mais le non, il est discuté ensemble. C'est-à-dire qu'on met les gens dans une capacité à être et à y participer. Et non pas on regarde votre proposition, on en discute, puis on vous dit. Là, il n'y a aucune capacité, hein, on ne développe aucune capacité là derrière. Voilà, ça c'est les gens, c'est les héros de Le Zoo. Donc vous avez Micheline, voilà, elle a fait un atelier sur la généalogie. On lui a dit, est-ce que Micheline, tu veux devenir une personne ressource? Oui. Donc si un jour je viens à la bibliothèque, est-ce que vous avez sur la généalogie? On a des bouquins, des livres, des magazines et on a Micheline. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez passer du temps avec Micheline. C'est le principe de la bibliothèque vivante qu'évoquait Benoît ce matin. C'est super, c'est chouette. Mais ça, pourquoi ils arrivent à le faire? C'est qu'il y a d'abord eu cette démarche de co-réfléchir avec les habitants sur la bibliothèque. C'est-à-dire que nous, à Valence, on a mis un dispositif qui est assez équivalent, qui s'appelle les rendez-vous à la cabane. C'est plus dur pour nous. On y arrive, hein, mais c'est beaucoup plus difficile. Parce qu'en fait, on est parti dans notre coin, on s'est dit on va faire comme le zoo, et puis on n'est pas forcément allé voir dans un premier temps les gens. Alors, on l'a fait dans un second temps, et puis quand on allait voir des acteurs, on voyait que les gens nous disaient mais qu'est-ce que vous êtes une MJC? Eh oui, c'est toute la difficulté de l'identité qui est posée. Donc l'exemple de le zoo est hyper intéressant, mais pourquoi ça marche? C'est parce qu'il y a d'abord eu un énorme travail d'aller vers les publics. Et donc on voit bien que les droits culturels, si je regarde ce dispositif, qui est un dispositif participatif, l'individu qui rentre dans une bibliothèque, il voit l'être de culture qui est dans ce lieu. C'est ça qui est absolument intéressant. Et la collection, elle est un moyen. Quand on a une bibliothèque qui tout d'un coup décide de mettre du mètre carré à disposition des individus qui rentrent dans cette bibliothèque pour qu'ils s'approprient l'espace au final, c'est pas anodin. C'est-à-dire que la bibliothèque, elle est plutôt centrée sur l'être de culture et autour de ces éléments-là. Donc on voit bien que le aller vers et les droits culturels, en fait, viennent donner du sens un peu à la démarche et de nous dire que quand on est allé vers, c'est quand même aller vers l'être de culture, soit physiquement, ou aller vers sa culture aussi, et lui donner un espace. Et c'est pas simplement aller vers pour qu'il accède, c'est aller vers pour qu'il puisse aussi partager avec les autres, et c'est aller vers aussi pour qu'il puisse tout simplement développer sa capacité à être légitime, être de culture qu'il est, au sein d'une bibliothèque.